Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présents ce soir. Je vais te demander... Mon micro est coupé. D'accord. Est-ce que tu peux juste couper le son une seconde? Te mettre en muet. Excusez-nous. Nous avons des conditions techniques un peu particulières puisque pour la première fois, nous faisons un webinaire depuis une chambre d'hôtel. Et je suis en compagnie de Jean-Claude et de Karine pour la partie technique, depuis la chambre de Jean-Claude pour faire ce webinaire donc à l'initiative des Alliances françaises de Suède et de l'Institut français de Suède. Donc, je vous remercie d'être si nombreux ce soir. Sachez que ce webinaire est enregistré, mais c'est pour ça que vos caméras sont volontairement éteintes. On ne vous voit pas, on ne vous entend pas, de façon à ce que, certes, l'enregistrement s'effectue, mais que nous n'ayons pas des questions de droit, etc., de signature de votre part pour passer à l'écran. Nous allons donc ce soir écouter Jean-Claude Mourleva, qui a reçu le prix ALMA, le prix Astrid Lindgren cette année, un prix qui a été reçu à distance pour la première fois de son histoire et qui a été aussi reçu par Jean-Claude, une personnalité française, pour la première fois de notre histoire, et on en est ravis. Et Jean-Claude Mourleva, c'est un auteur dont on ne compte plus les livres, ou on peut encore les compter. Est-ce qu'on a encore assez de doigts, d'orteils pour les compter? Je ne sais pas. Si on ajoute les doigts, les orteils, oui, parce qu'il y a 17 romans pour l'instant. Publiés. Voilà, donc ça en fait beaucoup. Et il a été traduit dans plus de 30 langues, dont le suédois, puisque Jefferson a été traduit. Et je vais laisser ce soir Françoise interviewer Jean-Claude et vous pourrez poser des questions dans le chat si vous le désirez. Et vous, pour votre confort visuel, je vous invite à cliquer en haut à droite de votre écran pour afficher en mode intervenant et non en mode galerie, de façon à voir mieux Jean-Claude et Françoise parler. Voilà, Françoise, Jean-Claude, je vous laisse échanger et je vous retrouve pour poser les questions du chat à la fin. À tout à l'heure. Merci. Merci Meryl et hey Jean-Claude. Je vais mettre le son. Le son est bon? Vous m'entendez Jean-Claude? Oui, ça y est, c'est bon. Oui, c'est bon. Tout va bien. Alors, je vais déjà vous dire bonjour en suédois. Et c'est hey. Hey. Voilà. Donc, les présentations sont faites. Bienvenue en Suède, Jean-Claude Mourleva. Vous êtes le premier écrivain français à recevoir le prix de Astrid Lindgren. Et Astrid Lindgren, on l'associe toujours à Fifi Brin d'Acier. Et j'aimerais vous lire un texte pour vous ramener dans votre pays d'enfance. C'est un texte qui est pris d'un recueil de contes, Gaspard des Montagnes, j'espère que vous le reconnaissez, de Henri Pourrat, qui était un auteur d'Auvergne. Il fait du vent sur une route, et ce soir la lune est au ciel, tout d'argent resplendissant comme un soir au pays d'Ambert. Il fait du vent, et dans ce vent, je veux partir, aller encore là-bas, où je retrouverai le grand matin d'herbes et d'oiseaux. Là-bas, où luisant et tonnant, l'eau s'écoule au flanc de la roche.
où l'espace nous vient dessus d'un coup dans le large de l'aube, où la liberté, l'amitié font lueur dans les yeux des hommes, là-bas où boire sous les pins le vin d'endurance et de force, au pays, en Auvergne. Jean-Claude Morleva, vous êtes d'Ambert, n'est-ce pas? Et en quoi l'Auvergne, votre pays d'enfance, qu'est-ce que vous en retenez? Alors, je suis né à Ambert, c'est vrai. Et j'ai grandi dans un petit village qui est à une dizaine de kilomètres d'Ambert et qui s'appelle curieusement Job, en 3 lettres, J-O-B. C'est là que j'ai grandi. Et je suis retourné à la petite ville d'Ambert quand j'avais 10 ans, à l'internat, et j'y suis resté 8 ans. Donc cette ville, cette jolie petite ville d'Ambert, en Auvergne, pour moi est terriblement associée à l'internat, où j'étais du lundi matin jusqu'au samedi après-midi, et le week-end, je rentrais au village. Donc pour moi, la ville d'Ambert elle-même ne représente pas des souvenirs extraordinaires, sauf des choses très émotionnelles, le premier amour, surtout ça en fait, oui, le premier amour. Je ne vous demanderai pas le nom de votre premier amour, mais je voudrais que vous me parliez dans ce cas, que vous nous parliez du village. Quand vous rentriez au village, qu'est-ce que vous faisiez? Bien, je retrouvais mes parents dans la ferme dans laquelle nous vivions, mes 5 frères et sœurs et moi, puisqu'on était une fratrie sororie de 6, et moi je suis le 5e. Et on habitait donc cette ferme qui était en même temps un moulin. Mon père était meunier, il faisait de la farine pour les boulangers de la petite région. Et donc, qui dit moulin, dit ruisseau qui descend et qui alimente la turbine. Et donc, qui dit maison dans un trou. Et on était vraiment dans un trou. Les 6, là, mes 5 frères et sœurs et moi avons grandi dans un trou. J'ai découvert, moi, ce que c'était que l'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord à l'âge de 18 ans, quand j'en suis parti. Hein. Voilà. Vous quittez l'internat, oui. Et où partez-vous? Je m'en vais faire des études. Je vais étudier l'allemand et je suis devenu professeur d'allemand. Après, dès que le couvercle de la marmite s'est soulevé, donc après le baccalauréat, je suis parti. Et je suis revenu très longtemps après. Et entre-temps, j'ai beaucoup bourlingué, j'ai voyagé, comme tout le monde devait le faire à l'époque, avec le sac à dos. C'était après mai 68, c'était la liberté, c'était les vols charter, bon marché, c'était le Pérou, c'était l'Amérique du Sud, c'était le Népal. Il fallait l'avoir fait. Et, enfin, moi, je considère qu'il fallait l'avoir fait. Donc, je l'ai fait. Voilà. Mais je reviens à l'enfance, parce que là, on est allé très, très vite. Je dois énormément à mes frères et sœurs, parce que dans notre petite maisonnée, et se dégageait une énergie assez incroyable, je pense. On n'était pas en concurrence, mais en émulation, tous les 6. À table, c'était à qui serait le plus drôle, le plus inventif. Et j'ai été là à bonne école pour essayer d'imaginer davantage encore et encore. Et avec mon plus jeune frère, on a partagé une chambre pendant de longues années et on se racontait des histoires. Et il n'y avait pas de télévision à la maison, hein. C'est loin tout ça, pas d'ordinateur. Et on se racontait des histoires. Et j'ai fait mes gammes d'inventeur d'histoires là dans le lit du soir avec mon frère qui était dans le lit voisin. On ne se voyait pas, mais on s'entendait. Et pour moi, ça a beaucoup compté tout ça. Et que disait votre mère quand les enfants doivent dormir et qu'ils racontent des histoires? Eh bien, on riait comme des baleines parce qu'on inventait des histoires drôles, on n'avait pas envie de pleurer, donc ma mère finissait par arriver. Elle disait, ça va les deux là, c'est à quelle heure vous allez dormir? Ne me faites pas revenir. Ne me faites pas revenir. Elle était très gentille, mais bien, elle voulait qu'on dorme. Donc elle s'en allait. On
on attendait quelques minutes et mon frère me disait on continue. Il disait d'accord et il disait bon, mais ne ris pas si fort, ne ris pas si fort. Voilà, c'est des beaux souvenirs. Et un soir, mon frère a commencé en disant ça serait un petit hérisson et moi j'ai continué, qui irait chez le coiffeur. Qui irait se faire couper les cheveux chez Définitif, c'est ça? Voilà, non, il n'y avait pas encore Définitif, c'est qui irait chez le coiffeur. Et quand il arrive, le coiffeur est mort. On a vraiment inventé le début de cette histoire. Ce qu'on a inventé ensuite, je ne sais plus, j'ai oublié. Mais un demi-siècle plus tard, ou même plus que ça, j'ai écrit l'histoire de Jefferson, bien sûr. Mais donc, vous avez voyagé, vous avez été enseignant, vous avez été comédien, vous avez été metteur en scène. Et comment êtes-vous venu à l'écriture? Quel a été l'élément déclencheur où vous avez dit maintenant, j'écris l'histoire du petit hérisson que j'avais raconté à mon frère? C'était une commande. C'est un ami comédien qui m'a demandé de lui écrire des contes inédits pour qu'il puisse les dire sur la scène dans un spectacle de contes pour jeune public. Ça m'a amusé, j'ai dit pourquoi pas, et je l'ai fait. J'ai écrit 5 contes. Et alors, j'abrège, ça serait ennuyeux, mais 3, il les a dit sur la scène. Ça a été un succès d'ailleurs, c'était bien, on les a mis en scène, c'était bien. Et 3 de ces 5 contes, l'année suivante, ont été publiés, sont devenus des albums illustrés. Il y avait L'enfant et l'œuf, Le jeune loup qui n'avait pas de nom et Colosse et les 4 voleurs. Et c'était magique, puisque moi, je ne les avais pas écrits pour qu'ils soient publiés. Et on m'a dit, c'est tellement difficile d'être publié, toi, tu ne veux pas et tu l'es. Je dis, ouais, bon, peut-être que j'écris pas si mal. Et si j'essayais d'écrire plus long, donc un roman, et dans le secret, sans rien dire à personne, j'ai écrit mon premier roman qui s'appelle toujours La Balafre. Et je l'ai envoyé à 5 éditeurs. Et là, le miracle s'est accompli immédiatement. J'ai été publié tout de suite. 3 des 5 éditeurs à qui je l'ai envoyé voulaient les publier. Et donc, j'en ai écrit un deuxième, puis un troisième. Et le troisième était L'enfant océan, qui a eu beaucoup de succès. Et là, ça a été pour moi une bascule. Et je me suis dit que peut-être je pouvais peut-être voir plus loin et avoir un petit peu plus d'ambition dans l'écriture. Je crois qu'elle a dit ça. Alors, Françoise a disparu. Mais l'esprit de Françoise est avec nous. Je vous posais la question suivante. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. Quel est votre ouvrage pour lequel que vous avez le plus de plaisir à écrire et pourquoi? C'est une belle question. Il y en a plusieurs. Alors, à ce jour, j'ai écrit 17 romans. 18, mais le 18e n'est pas encore publié, il le sera l'année prochaine. Donc, je dis 18 puisque j'en ai effectivement écrit 18. J'ai tous aimé les écrire. J'adore écrire, en fait. J'écris avec jubilation. Le plus difficile pour moi, c'est de commencer l'histoire. Et une fois qu'elle est commencée, plus elle avance, plus j'y prends un plaisir immense. Je mange avec, je dors avec, je fais les courses avec. Je suis possédé par mon histoire, par une seule. J'ai jamais 2 chantiers et je vais être intensément dedans jusqu'au bout. Mais je reviens à la question. Il y en a tout de même qui m'ont donné des plaisirs particuliers. Ouais. Et alors, je dirais La rivière à l'envers, qui est un roman d'aventure, et qui m'a été, d'une certaine façon, qui m'a été donné. Je l'ai écrit à 75% dans les trains. À l'époque, je me déplaçais beaucoup par le train. J'avais des cahiers d'écoliers et j'écrivais dessus. Et cette rivière à l'envers, je dis que c'est comme si elle m'avait été donnée. Je racontais ce matin à une classe. C'est comme si la fée des écrivains était descendue sur moi et en se disant, ce pauvre garçon, il se donne tellement de mal, je vais lui donner un petit
coups de baguette. Donc elle a fait ding, et j'ai écrit en état de grâce, la rivière à l'envers. Ça coulait comme la rivière. J'ai écrit très vite, en 3 mois, c'était bouclé. C'était il y a 20 ans, donc un peu plus maintenant même. Et ce roman a eu un destin fabuleux. On a dépassé le 1 million d'exemplaires vendus. C'est celui qui me vaut le plus de retours par courrier postal ou par mail, de gens qui me disent ce roman m'a accompagné, c'est une partie de ma vie, etc. Et le plaisir évident, voilà, il y a une sorte d'évidence dans ce roman, de naturel, de non forcé, comme ça. Et les gens le ressentent en le lisant, je trouve. Donc voilà, plaisir immense à écrire La rivière à l'envers. Plaisir immense aussi à écrire La balade de Cornebique, qui était un roman un peu déjanté, déjà avec des animaux, et qui m'a tellement fait rire. Et j'aime beaucoup rire, en fait. Mais c'est Françoise, si tu oui, pouvais juste du coup de rebondir sur ce que vient de dire. oui. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un livre qui vous a donné du fil à retordre? Oui. Et pourquoi? Oui, 2 sur 18, 2 m'ont donné du fil à retordre. Le premier s'appelle Le chagrin du roi mort, qui a été traduit en suédois d'ailleurs pour le jury de l'ALMA qui voulait le lire. Alors, il m'a donné du fil à retordre parce qu'il est volumineux, il y a 2 périodes, il y a beaucoup de personnages, et je m'y suis un petit peu perdu à un moment, donc je suis revenu en arrière, etc. Et revenir en arrière, pour moi, c'est extrêmement douloureux. J'ai une écriture vraiment linéaire, je reviens d'arrière pour faire bouger des petites choses, mais pas grand-chose. Et là, revenir en arrière et me contester moi-même sur des directions, ça a été assez douloureux. Et un deuxième qui était pour adultes, celui-ci, qui s'appelle Mes amis devenus, où j'ai puisé très abondamment dans mon stock émotionnel du passé, d'adolescents et d'enfants. Il m'a donné beaucoup de fil à retordre émotionnellement, parce que je ne savais pas jusqu'où je pouvais aller, en fait. Dans mes romans, je mets souvent un peu de distance, il y a de transposition entre ce que je suis, c'est-à-dire ce que j'ai vécu, le fond de ma personne, et puis ce que j'exprime, je transpose, parce qu'il y a une pudeur, parce que j'ai pas envie de raconter ma vie. Et là, je racontais un peu ma vie quand même. Alors la question était jusqu'où je peux le faire, et je n'ai pas envie de le faire. J'étais embarrassé avec tout ça. Le thème du Salon du Livre auquel vous avez participé, un des thèmes était comment faire lire les jeunes, donner le goût de la lecture aux jeunes. Est-ce que vous avez des recettes pour cela? Et est-ce que, la première question, avez-vous des recettes pour faire lire les jeunes? Et la deuxième question, est-ce que vous pensez aussi, comme certains, que les jeunes ne lisent plus? 2 questions. Oui. Alors, je ne suis vraiment pas un sociologue. Je manque de statistiques, je manque d'informations. Je ne me hasarderai pas dans une analyse. Est-ce que les jeunes lisent plus, moins, pourquoi, comment? J'aurais vraiment trop peur de dire des bêtises. Je me contente d'écrire aussi bien que possible, de donner le meilleur de moi-même et d'écrire des romans que les jeunes gens puissent, auxquels les jeunes gens puissent accéder avec évidence. Je parlais tout à l'heure du mot évidence. Alors, je lis beaucoup. J'écris, mais je lis beaucoup. Autant pour la jeunesse que pour des romans pour la jeunesse que pour les adultes. Et je suis très admiratif de romans écrits par les collègues, mais pas toujours. Quelquefois, je me dis, oh, jamais je ne donnerai ça à lire à mes enfants parce que ça ne va pas les encourager à lire davantage. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Alors, parce que l'immense difficulté quand on écrit, c'est de ne pas être ennuyeux, c'est d'être intéressant. Qu'est-ce qu'un bon livre? C'est un livre qui est intéressant. Mais il y a 1000 façons de l'être. Quand j'écris,
je me pose bien sûr la question, est-ce que je suis assez drôle? Est-ce que je suis assez clair? Est-ce que je suis assez profond? Bien sûr, bien sûr. Mais je me pose avant tout la question très simple, est-ce que je suis intéressant? Intéressant. Mais vous savez, vous êtes maître pour garder du rythme d'une phrase et conserver l'attention et l'attention. On tourne les pages. Et alors, comment est-ce que vous faites? Alors, là, il y a un lien avec le théâtre, je pense aussi. Parce que moi, j'ai fait du théâtre longtemps, et lorsque ça ne passe plus entre la scène et le public, c'est extrêmement douloureux. Autant pour les comédiens que pour le metteur en scène qui est là, qui ne sait plus quoi faire. On le sent, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Ça fait mal physiquement. Hein. Alors, quand on écrit, bien sûr, on n'a pas le public là présent. J'ai personne derrière mon épaule pour lire ce que j'écris, mais je sais qu'on va le lire. Je me projette déjà, et j'ai cette obsession, peut-être pas, mais ce souci permanent de me dire est-ce que le fil est encore tendu là entre moi et ceux qui vont me lire. Comme quand on parle à quelqu'un, on sent bien quand on devient ennuyeux, on le sent, on le voit à la posture de la personne, à ses yeux, et on se dit aïe, je suis en train de la perdre. Donc soit je me tais, soit je trouve une solution à ça. Et en écriture, pour moi, c'est la même chose. Mais si on revient à la question de tout à l'heure, comment faire lire les enfants, et hélas, je ne vois pas trop d'autres solutions que d'essayer d'écrire des livres qui vont les empoigner, voilà, qui vont leur faire tourner les pages, qui vont leur faire dire « Oh, j'aimais pas lire, mais celui-ci, j'ai vraiment adoré. » Ah, d'accord, donc tu aimes lire. Donc tu aimes lire. C'est juste que tu n'as pas eu dans tes mains le livre qui était pour toi. C'est comme Franz Kafka qui écrit le champion de jeûne, c'est-à-dire ce type dans sa cage qui finit par, au bout de son jeûne, qui finit par mourir de faim. Et à la fin, on lui demande mais pourquoi tu ne manges pas? Tu veux te rendre intéressant, je ne sais plus. Et il dit non, c'est pas ça. C'est juste qu'on ne m'a jamais donné ce que je voulais, manger de la bonne nourriture. En littérature, je pense que c'est un peu la même chose. Alors, dans quel livre est-ce que vous aimeriez habiter? Vous voulez dire parmi ceux que j'écris moi-même Non, ou d'autres? Les livres que vous avez lus. On aimerait habiter dans tous vos livres, mais oui. vous habitez déjà vos livres. Mais dans quel livre aimeriez-vous habiter? Alors, c'est pas vraiment un roman, c'est... Quand j'étais enfant, j'avais 8 ans, 10 ans, on achetait à l'épicerie du village ce qu'on appelait, nous, des livres de cow-boys. Des livres de cow-boys. On ne disait pas cow-boy, on disait des cow-boys. Des cow-boys, oui. Des cow-boys. Et j'adorais ça. C'était des illustrés, en fait. Et il y en avait un qui me plaisait énormément. C'était une sorte de Robin des Bois, une adaptation de Robin des Bois français. Il s'appelait Oliver. Oui. Et je l'admirais tellement parce qu'il était libre, il était dans la forêt, il défendait les pauvres et les malheureux, il ridiculisait les riches et les prétentieux, et il avait une bande d'amis, et ils festoyaient, ils étaient heureux, il avait une amoureuse. Oh, voilà, là j'aurais vraiment voulu être dans la bande de Oliver. Ouais. Mais alors, pour continuer, si on continue avec les lectures, quel est votre animal totem? Et pourquoi? Non, je n'en ai pas vraiment. Un animal totem? Non, pas vraiment. Non. Vous pensiez à un animal en particulier? Non, je pense parfois, j'aime beaucoup, par exemple, moi j'aime beaucoup le renard. J'aime cet animal. Oui. Et j'aime bien le rôle joué par le renard dans les histoires, dans les contes. Oui. Et est-ce que vous avez un animal totem ou est-ce que tous les animaux sont sur le même niveau? J'ai une grande empathie pour les animaux. Oui. Alors là, j'ai envie de répondre tout de suite, mais peut-être que dans une semaine, ce serait autre chose. Il se trouve que récemment, j'ai vu plusieurs fois, j'ai été mise à l'arrêt. Je roulais en voiture et je me suis arrêté, ou à vélo, je me suis arrêté en regardant des chevaux. Oui.
la ligne dessinée par des chevaux. Cette beauté, cette noblesse, cette puissance. Je dis des banalités là, mais les banalités parfois ça vous arrête. Quelle merveille, quelle machine magnifique, quoi. Quelle force, quelle belle couleur. On est en pure admiration devant ces bêtes-là. Et d'une façon générale, j'ai beaucoup d'empathie pour les animaux. Alors, je choque parfois dans les classes quand je dis que nous sommes nous-mêmes des animaux, des drôles d'animaux, des animaux vraiment très, très, très particuliers. C'est vrai que, bon, la limace n'a pas encore inventé le requiem de Mozart. Elle n'a pas écrit, comment dit-on à la pharmacie, quand on paye seulement des médicaments, le tiers. Voilà, les limaces n'ont pas inventé le tiers payant à la pharmacie. Quoi. Elles ont beaucoup de chemin à faire. Mais voilà, donc nous sommes effectivement des animaux extrêmement particuliers, mais nous sommes des animaux. Et bon, je suis bien sûr révolté par le traitement qu'on leur impose dans les industries, dans les élevages industriels et dans les abattoirs. J'en parle dans Jefferson. Vous en parlez et là, vous rejoignez, vous êtes dans le pays d'Astrid Lindgren. Astrid Lindgren était un auteur qui s'est engagé pour les enfants et aussi pour les animaux. Le droit pour les poules d'avoir un perchoir et d'avoir un espace de vie. Quoi de plus évident que ça? Quoi de plus Et je sais que vous vous intéressiez à la personnalité d'Astrid Lindgren. Et qu'est-ce qui vous a... Est-ce qu'il y a quelque chose, un détail qui vous a touché dans le parcours de cette merveilleuse auteure? Plus qu'une merveilleuse auteure, c'était une grande dame qui est vraiment et très atypique. Dans les interviews, elle avait souvent des réponses un petit peu à côté de la plaque ou pas politiquement correctes, Astrid Lindgren. Il y a des choses... elle a eu une vie difficile. Son rapport avec son fils a été tellement difficile. Elle a dû s'en séparer quand il était bébé. C'est terrible. Elle a vécu des choses dures. J'adore cette personne parce qu'elle est inattendue. Un jour, quelqu'un lui demande, j'ai lu ça dans sa biographie écrite par Jens Andersen, qui est excellent. Quelqu'un lui demande, Astrid, vous avez été traduite en 50 langues. Vous êtes une déesse de la littérature. Qu'est-ce que ça vous fait? Et Astrid Lindgren répond, oh, vous savez, on vient au monde, on est des gentils enfants, puis on grandit, on vieillit, et puis on meurt. Qu'est-ce que ça peut bien faire d'être traduit en 50 langues? Alors, le journaliste, un petit peu déstabilisé, oui, bon, j'adore ça. Moi, je ne sais pas le faire, je suis trop bien élevé, en fait. Non, elle était je regrette d'être trop bien élevé. Pardon? Oui, c'est très bien d'être bien élevé. Vous êtes, quand on est cinq frères et sœurs, on est éduqué par les frères et sœurs. Oui. Mais Astrid Lindgren avait ce côté d'impertinence qui était... que je lui envie. Oui, moi aussi, je lui ai envie. Je lui ai envie. Est-ce que vous... c'est une question qu'un étudiant m'a demandé de vous poser. Quel est votre cauchemar récurrent? Je suis perdu. Vous êtes perdu. Vous êtes perdu dans... Je n'arrive plus à rentrer chez moi. Vous êtes perdu dans Terriane? Non. Je suis perdu autour de ma maison. Je ne trouve plus la porte. Oui, tout à fait. Je me dis, mais il y a une porte pour entrer. Et je tourne autour de la maison. Je cherche. C'est plus tout à fait ma maison, mais c'est ma maison quand même, vous savez. Dans les rêves ou les cauchemars. Et j'ai honte de ne pas trouver l'entrée. Et j'ai peur que les voisins me voient. Donc, je fais semblant de bricoler tout en cherchant la porte. Et c'est tellement terrible et angoissant que je me réveille. Je me dis, je suis en train de devenir fou, puisqu'il y a une porte, je sais, je suis chez moi, il y a une porte. Et là, je me réveille. Jusqu'à la prochaine fois. Est-ce que vous avez écrit votre cauchemar? Non.
pas écrire. Je transpose beaucoup, en fait. Là, je vous dis quelque chose de personnel, puisque vous me le demandez, il n'y a rien de honteux. Hein. Mais en fait, je transpose énormément du personnel au disciple. Et cette transposition permet parfois d'enrichir. Si j'écrivais sur ce cauchemar récurrent de la porte de chez soi qu'on ne trouve plus, bon, l'idée est amusante, c'est terrible, mais en même temps, ça fait rire un peu si je le raconte, les gens s'amusent et ils ont bien raison. Mais on pourrait en tirer quelque chose de beaucoup plus angoissant et encore plus drôle que ça. Hein. C'est pour ça que Kafka me plaît tellement, parce qu'il fait entrer ce côté onirique dans un récit apparemment très réaliste. Et je trouve ça fabuleux. Enfin, je suis très admiratif de ce qu'il a inventé. Ce qu'il a inventé. Il est un des rares écrivains, à mon avis, à avoir vraiment inventé quelque chose. Au siècle dernier, enfin au XXe, il n'y en a pas tant que ça qui ont inventé quelque chose. Parce que écrire, c'est inventer. Et c'est une question que je me pose. Est-ce qu'on peut faire une séparation entre la littérature jeunesse et la littérature adulte? Alors, cette évocation de la différence entre littérature jeunesse, littérature adulte, etc. Assez souvent, je sors mon joker, comme on dit, ça ne m'intéresse plus de parler de ça, parlons des livres, comment on est en train de faire ça, ça me plaît. Parce que je ne suis pas un pédagogue ni un sociologue, mais pour moi, il y a peu de différence. Hein, en fait. En même temps, il y a ce qui me fascine un petit peu, c'est de voir vos livres sont, disons, d'après les éditions, de 9 à 13 ans, par exemple. C'est l'éditeur. Et oui, et je me pose la question, comment pense un éditeur en disant ce livre-là va plaire pour les 9 à 13 ans et j'avoue que cette distinction entre littérature jeunesse et adulte, je la comprends difficilement. Là, il faudrait poser la question aux éditeurs qui sont des amoureux de livres, hein, bien sûr, et qui sont aussi des vendeurs de livres. Donc, ils pensent à la meilleure stratégie pour bien vendre un roman. Et ils savent que n'importe quel parent entre dans la librairie et ils disent « Je voudrais un livre pour ma fille qui a 12 ans et demi ». Et donc, ça doit avoir un intérêt, je pense, de mettre des âges en quatrième de couverture. Mais je pense qu'écrivant pour les enfants ou la jeunesse, on peut aborder pratiquement tous les thèmes. Tous. C'est juste le traitement qui est différent. La forme. La forme. On ne peut pas faire des références culturelles, politiques, économiques à un enfant de 10 ans qui ne saura pas quoi en faire. C'est une question de simple politesse. Même les plus petits, quand on a un enfant tout petit, pour communiquer avec lui, qu'est-ce qu'on fait physiquement? Ben, on s'accroupit, on s'agenouille, pour être à sa hauteur, ne pas l'écraser. Quand on écrit de la même façon, je ne vais pas les écraser sous une syntaxe sophistiquée et un vocabulaire trop poulet, je ne sais pas. Il faut les respecter. Il faut les respecter. Le respect du lecteur. Le respect du lecteur. Ce que j'ai trouvé extrêmement respectueux, justement, du lecteur, c'est dans le texte de Jefferson, la complicité du texte avec les illustrations. Et comment avez-vous travaillé? Est-ce que vous avez dialogué avec l'illustrateur? Pas une seconde. Jamais. Non. On m'a envoyé les crayonnés de ses intentions. J'ai dit, ouais, ça c'est bien, ça me plaît. Et puis ensuite, je ne m'en suis plus occupé. J'ai découvert son travail une fois achevé. Et je le trouve excellent. Il y a un petit côté polar, noir et blanc, qui me séduit vraiment. Polar et jubilatoire. Enfin, oui. J'ai beaucoup aimé la complicité justement entre le texte et les illustrations. Mais à propos de Jefferson, Jean-Claude, nous avons une question dans le chat. Y aura-t-il une suite à Jefferson?
Oui, je l'ai achevé le 21 août dernier. Voilà une question, une réponse claire, n'est-ce pas? Ah oui, alors elle est précise même. Et pour la publication, il faudra qu'Antoine Ronzon, donc l'illustrateur, fasse son travail. Et je pense peut-être mai ou juin 2022, ou peut-être même plus tard l'automne. Parce que l'année prochaine, c'est le 50e anniversaire de Gallimard Jeunesse. Donc pour eux, c'est une année feu d'artifice. Et ils ont beaucoup de romans à faire entrer dans cette année-là. Donc ça va je pense, me pousser jusqu'au milieu de l'année ou même au deuxième semestre. Je ne sais pas. Moi, mon travail est achevé. Et d'après ma première lectrice, pardon, qui est ma femme, il est meilleur que le premier. Est-ce que Jefferson va venir en Suède? Le personnage Jefferson? Le personnage de Jefferson. Ça n'est pas prévu, non. Parce que s'il venait dans les alliances françaises de Suède, il pourrait aller dans le nord, il pourrait aller dans le sud, il pourrait aller un petit peu partout. Oui. Comme Niels Holgersson, le petit qui voyageait sur son jar. Magnifique, oui. Donc il y aurait mais puisque Jefferson ne peut pas venir en Suède pour l'instant, est-ce que vous pourriez nous lire un extrait d'un de vos textes? Françoise, juste avant la lecture par Jean-Claude, je me permets juste d'affiner la question. La question posée était de savoir pourquoi une suite à Jefferson et pas un autre ouvrage. Ah, donc pourquoi? D'accord. Alors, donc je repose la question. Merci, Meryl. Pourquoi la suite à Jefferson et non pas à L'Enfant Océan, à Le Combat d'hiver, à Terrienne? Pourquoi Jefferson? Alors, je ne suis pas la bonne personne pour les suites. J'en ai écrit une seule qui était à La Rivière à l'envers. Là, j'étais poussé par la demande des lecteurs qui exigeaient, qui demandaient une suite, puisque la première partie raconte le voyage du garçon, Tomek, et les filles qui lisent encore plus que les garçons ont dit, et pourquoi pas le voyage de la fille? Et vous avez raison. Donc, j'ai écrit la deuxième partie, c'est le voyage de Anna. Bien. Et ensuite, j'ai toujours privilégié ce qu'on appelle les one-shot en édition, c'est-à-dire je raconte une histoire, je l'achève, je fais un bel objet et cadeau et c'est fini. Maintenant, je passe à autre chose. Je ne veux pas tirer sur la corde, tirer sur la ficelle. Et l'idée de série ne m'a jamais séduit, même si on m'a souvent pressé de le faire. Mais pour Jefferson, quand j'ai écrit donc Jefferson, celui que vous avez entre les mains, pour moi, c'était aussi un one-shot. Il n'y aurait pas de suite. Il n'en était pas question. Et puis, le temps a passé. Entre-temps, j'ai écrit d'autres romans, enfin au moins un autre pour adultes. Et puis, je me suis rendu compte que ce petit Jefferson restait quand même très, très, très présent dans mon imaginaire, avec son copain Gilbert, que j'avais adoré ça, que à la réflexion, il était tout à fait possible, puisqu'il s'agissait d'une enquête, que les mêmes personnages puissent être aux prises avec une autre enquête, pourquoi pas. Et puis très vite, l'idée m'est venue d'une enquête possible. Et je m'y suis mis, et dès l'instant où je m'y suis mis, dans la demi-heure où j'ai commencé à écrire les 3 premières phrases du nouveau Jefferson, j'étais dans mes pantoufles du premier Jefferson. C'est comme si je l'avais achevé la veille, alors que presque 4 ans s'étaient passés. Et le ton y était, la musique y était, tout y était, l'humour. Et donc j'ai pris un très grand plaisir à l'écrire, au point que je me demande s'il ne pourrait pas y en avoir un troisième. Je n'en ai pas sûr, hein, je ne m'engage à rien, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Et donc, vous me demandiez de lire quelque chose? Oui, il nous reste 5 minutes, Jean-Claude. Donc, oui, une petite lecture. D'accord. Alors, je vous propose
de lire le début de ce petit conte qui s'appelle L'homme qui ne possédait rien. J'ai écrit il y a longtemps, j'ai écrit L'homme à l'oreille coupée, L'homme qui ne possédait rien, L'homme qui levait les pierres. 3 petits textes dans cette même collection, Petite poche de Thierry Magnier. Alors, je vous lis le début de celui-ci qui s'appelle L'homme qui ne possédait rien. Il y avait dans une oasis du désert un homme qui ne possédait rien. Le soir, il s'asseyait sur la dune et regardait les étoiles monter dans le ciel. Il faisait couler le sable entre ses doigts et il se disait « Un jour, je serai sable moi-même. En attendant, profitons de l'air qui entre dans mes poumons quand je respire. Profitons de cette eau fraîche qui coule dans ma gorge et profitons de cette poignée de dattes si douce et si sucrée. » Un soir comme cela, justement, il vit venir de très loin et dans sa direction un chameau qui portait une selle, mais qui allait seul sans maître ni fardeau. « Où vas-tu » lui demanda-t-il lorsque le chameau fut à portée de voix. « Je vais à la ville de Topka, » répondit l'animal sans s'arrêter. L'homme intrigué le rattrapa et marcha à son côté. « Je suis étonné que tu m'aies répondu, dit-il au bout d'un moment, car d'ordinaire les chameaux ne parlent pas. » Moi, si, se contenta de grommeler le chameau et il accéléra l'allure. Et puis, je ne connais pas cette ville de Topka dont tu me parles, continua l'homme. Oh, il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas, se moqua le chameau. Puis, comme l'homme le suivait, toujours, il s'arrêta net. Voudrais-tu que je te prenne sur mon dos et que je t'emporte jusqu'à Topka? Non, dit l'homme après une hésitation. Je ne veux pas. Je préfère rester ici. Alors, je vais te poser la question autrement, reprit le chameau. Voudrais-tu savoir ce qui arriverait si tu montais sur mon dos et si tu venais à Topka? C'est une grande faveur que je te fais. Ça, oui, je veux bien, répondit l'homme. Alors, dit le chameau, en s'agenouillant, monte sur mon dos et tu le sauras. Et les deux s'en vont. J'ai une minute encore? Oui, continue. Faut m'arrêter, oui. Ils cheminèrent une partie de la nuit et toute la journée du lendemain. « Oh, ta selle n'est pas très confortable et tu ne m'avais pas dit que cette ville de Topka était si loin, » se plaignit l'homme qui commençait à souffrir de la faim, de la soif et de la fatigue. « Mais tu ne me l'as jamais demandé, » répondit le chameau, qui n'était pas bavard. « Alors maintenant je te le demande, » lança l'homme, très agacé. « Est-ce que Topka est encore loin d'ici? » De moins en moins loin à mesure que nous en approchons, plaisanta le chameau, plus bien impatient. Un peu plus tard, comme la nuit venait, il choisit un endroit abrité derrière une dune et s'y allongea pour dormir. L'homme dut se blottir contre lui pour se protéger du froid. Ils marchèrent encore une journée entière et le soir tombait à nouveau lorsqu'ils atteignirent la gigantesque cité de Topka. Une colline la dominait à l'est. Le chameau s'y arrêta et mit un genou à terre. « Je ne vais pas plus loin. Je devais seulement t'amener jusqu'à cette colline. Prends ce chemin qui descend et il te conduira tout droit en ville. Moi, je ne bouge pas d'ici. Je t'attends. Et n'oublie pas, je te reconduirai à ton oasis dès que tu le souhaiteras. Dans 1 jour ou dans 10 ans, il suffira que tu me rejoignes ici et nous y retournerons ensemble. Va sans crainte. » L'homme observa la ville immense qui s'étendait à ses pieds. Des milliers de lumières tremblotaient dans la nuit, des fumées montaient dans le ciel. Il était stupéfait de découvrir une ville aussi grande alors qu'il n'en avait jamais entendu le nom.
Il hésita un instant, apeuré, puis la curiosité fut la plus forte. Soit, j'y vais, mais tu ne bouges pas d'ici. Je ne bouge pas. Je t'attends. Voilà. Eh bien, mille merci, Jean-Claude. C'était formidable. Et c'est un petit livre, mais qui est très précieux, que j'aime beaucoup moi-même. Et Françoise, est-ce que tu peux couper? Oui, oui, voilà. Je suis là. Tu es là. Bon, Oui, eh bien, je écoute, suis revenue. je Voilà. pense que là, il nous reste peu de temps avec Jean-Claude. Donc, est-ce que tu veux lui dire un petit mot pour de revoir? J'étais dans la ville de Toka. J'étais partie à Toka avec avec la connexion qui a sauté. Un grand merci, Jean-Claude, pour cet entretien. Merci de m'avoir accueilli et bonjour à tous ceux et celles qui étaient là. Je ne sais pas combien ils étaient, mais c'était un plaisir. Ils étaient là, ils étaient tous là à vous écouter. Un grand merci pour nous avoir fait partager votre goût de l'écriture et surtout de nous avoir raconté une histoire. Merci à tout le monde et à vous. Merci. Et merci Meryl d'avoir organisé avec l'Institut français et les Alliances françaises ce webinaire. Bien, merci à tous. Je ne saurais pas me le conclure, alors on va s'arrêter là. Et je donne rendez-vous au Stockholmois la semaine prochaine avec Jean-Claude, lundi à Culture Recette et mercredi à la bibliothèque de Kumsholmen. Voilà, je vous remercie et je vous dis tous à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir. Au revoir.